FAQ sportive, aujourd'hui je réponds aux questions que vous m'avez posées pour fêter mes 15 000 abonnés, chose pour laquelle je vous remercie chaleureusement, beaucoup de soutien de votre part et je tenais aussi à vous remercier pour ma première vidéo qui a fait plus de 100 000 vues. Voilà, de nos jours on a tendance à se rendre plus compte des choses, mais c'est vrai que c'est quand même pas mal, c'est plutôt bien. On va continuer sur cette lancée et je vais répondre à vos questions sans plus attendre. Manger trop de glucides le soir peut tuer la diète même si on ne dépasse pas les calories? Non, pas du tout. Alors, tout est à relativiser. Imaginons que votre déficit, votre diète est de 2000 calories. Si vous mangez 2000 calories de glucides, donc 500 grammes, est-ce que vous allez perdre du poids? Oui. Ceci dit, vous allez probablement en perdre moins que si vous aviez une diète équilibrée. Hormonalement, il risque d'y avoir des soucis. Et niveau gain musculaire ou conservation, vous comprenez que là aussi, il y aura des soucis. Mais vous allez perdre du poids. Comme un gars l'a prouvé, il mangeait juste 3 Big Mac par jour. Il était en déficit, même s'il bouffait entre guillemets de la merde, il a bien perdu du poids. Mais en ce qui concerne le soir, pas du tout. Au contraire, ça peut même avoir plusieurs intérêts. Par exemple, si vous entraînez le lendemain matin, vous aurez toujours des stocks de glycogène bien fournis pour avoir plein d'énergie pour votre séance. Également, un intérêt des glucides, c'est que ça va diminuer le cortisol, l'hormone du stress. Cette dernière sert à, entre autres, mobiliser l'énergie. Sauf si vous mangez plein de glucides, vous aurez plein d'énergie disponible. Vous allez faire baisser votre taux de cortisol. Donc si par exemple le soir, vous avez du mal à vous endormir, vous êtes stressé, vous avez fait une séance de sport, vous avez même tout intérêt à manger des glucides le soir. Est-ce que tu es fier de toi ou tu en veux encore plus niveau physique? Malheureusement, je fais partie de ces gens qui sont jamais vraiment satisfaits ou qui ont même du mal à se féliciter de leur réussite, quelle qu'elle soit. Ceci dit, est-ce que je suis... En fait, j'aurais même du mal à être fier parce que c'est juste une habitude. Pour moi, c'est voilà, c'est comme aller se brosser les dents, on va faire du sport, on fait ça pendant longtemps et on finit forcément par avoir un résultat si on s'entraîne avec suffisamment d'intensité, de discipline, de régularité sur des années. Donc, je suis pas vraiment fier. Après, est-ce que je veux plus? Bon, j'ai bientôt 36 ans, je suis cassé de partout, j'ai conscience de mes limites physiques. Moi, une bonne séance, une bonne semaine, c'est quand j'ai pas mal. Et en fait, les efforts qu'il faudrait que je fournisse pour encore progresser vraiment de manière très remarquable sur une partie du corps seraient herculéens et ne vaudraient pas les efforts fournis. Donc là, mon objectif, ça va juste être de sécher et de conserver, ce sera déjà bien. Coucou, tu en penses quoi des livres de muscu, méthode de Lavier? Plutôt d'accord. Quel point tu serais peut-être pas d'accord et pourquoi? Je suis globalement à peu près d'accord avec quasiment tout ce qu'il y a dans les livres de Lavier. Je les ai lus sur le tard, je devais avoir 30 ans, donc ça faisait déjà quasiment 10 ans que je faisais de la salle. Et j'ai fait mon éducation sportive sur des forums, par exemple T-Nation, il y a plus de 15 ans, où je pouvais échanger déjà avec des coachs qui à l'époque n'étaient pas très connus, mais parmi des sommités, hein, comme Christian Thibaudeau, Paul Carter, Lee Boyce, il y avait qui aussi? Craig Nichols, Brett Contreras, Tony Gentilcore, il y avait même Mark Bell. Bref, déjà à l'époque aux États-Unis, la plupart des choses qu'on me disait, je les ai retrouvées dans le livre quand je les ai lus. Déjà, tout ce qui est anatomie, morphologie, ces principes généraux physiques, physiologiques du corps humain, vous pouvez les garder tels quels, c'est empirique, c'est vérifiable, c'est de la science. Vous pouvez pas aller contre ça. Alors évidemment que ce qui s'applique au niveau de la population ne s'appliquera jamais au point de vue de l'individu dans tous les cas, il y aura toujours des exceptions, mais globalement, vous pouvez y aller. Bon, après, il y a peut-être quelques recommandations au programme très spécifiques qui, bon, à contextualiser. Sinon, qu'est-ce qui avait fait débat? Le dos rond. On connaît la croisade de Delavier contre le dos rond. Est-ce que si vous soulevez avec le dos rond, vous allez forcément vous blesser? Non. Pas du tout, je ne pense pas. Ceci dit, il y a pas mal de gens de nos jours qui vont dire que si vous vous entraînez à faire quelque chose, si vous vous adaptez, vous pouvez tout faire, vous n'allez jamais vous blesser. Oui, si vous voulez, vous pouvez vous amuser à faire du Jefferson Curl à 200 kg, peu importe. Moi-même, j'ai fait beaucoup de mouvements avec le dos rond, que ce soit des pierres ou du Zercher. Je me suis jamais blessé, il n'y a pas de souci, mais c'est indéniable que la position dos rond met plus de tension sur les structures de la colonne. Si vous osez dire le contraire et qu'on peut s'adapter à tout dans tous les cas sans souci, c'est soit du biais du survivant, soit de la malhonnêteté intellectuelle pour vendre des programmes. Personnellement, je pense que la réponse se situe entre les deux extrêmes de Lavier et les partisans du Jefferson Curl à 250 kg. Dernier point, la morphologie, évidemment que c'est important pour l'entraînement, mais je pense que la plupart des gens se compliquent trop la tête et n'ont certainement pas le niveau pour ça, et que d'apprendre à faire correctement les exercices, bien ressentir le muscle et faire en sorte que ce soit le facteur limitant de l'exercice et l'intensité vous emmèneront bien plus loin. Je vais envie de dire, maîtriser les bases. Félicitations, c'est quoi le protocole de sèche idéal? C'est pour un ami. Combiner dépenses caloriques et restrictions caloriques, donc la diète plus l'entraînement, c'est ce qui sera le plus efficace. On fait des études là-dessus, par exemple, des personnes qui faisaient soit un déficit de 25% uniquement par la diète, soit 12,5 par la diète, 12,5 par le cardio, la dépense, et ces derniers n'ont pas eu de diminution du métabolisme, tandis que les premiers avaient une diminution d'environ 400 calories par jour, et il y avait même un troisième groupe qui bouffait que dalle, genre 1000 calories par jour, et leur métabolisme avait diminué de 600. Donc si vous utilisez une restriction énorme, vous allez quand même perdre du poids, mais votre métabolisme va baisser, vous risquez d'avoir moins d'énergie, moins de bonnes performances, ou d'être en moins bonne santé, parce que vous avez non seulement moins de macronutriments, mais également moins de micros, comme
vitamines, les minéraux, etc. Donc moi, je vous recommande de bouger et de faire attention à la diète, les deux ensemble. Ensuite, niveau calories, il y a 3 manières de procéder: petit déficit, moyen déficit, grand déficit. Et ça, la réponse va dépendre de votre psychologie, comment vous fonctionnez. Si vous êtes quelqu'un de très méticuleux, vous aimez compter, même ça vous rassure, vous pesez tout, vous êtes carré, vous êtes plan-plan, routinier, etc. Dans ce cas-là, vous pouvez faire un petit déficit. Il n'y a pas de souci. Excellent, très bien. Pour les autres personnes, vous faites un moyen ou grand déficit. Ça, c'est sûr. Parce que je vous l'explique, si vous faites un déficit de 100 calories par jour, vous faites un écart, vous oubliez votre déficit. Et ensuite, ce genre de personnes, monsieur tout le monde, fonctionne plus à la motivation qu'à la réelle discipline. Ça va être très compliqué de maintenir une diète sur des mois si vous voyez pas de résultats. Et donc, si vous faites un déficit moyen ou grand, moi ce que j'aime bien faire, vous aurez des résultats plus vite. Vous allez être motivé plus vite, vous allez plus vite voir la différence dans le miroir et ça va vous aider à continuer. Personnellement, j'utilise un bon déficit de bien 1000 calories par jour. 3 choses que tu aurais aimé savoir à tes débuts. Méfie-toi des professionnels de santé, ils sont pas forcément capables. Mon genou serait dans un bien meilleur état si, du moins le gauche, parce que le droit, j'ai fait ma propre éducation quasiment, si je n'avais pas écouté bêtement les médecins. Et il en va de même pour les coachs ou les personnes qui peuvent vous conseiller. Remettez tout en question, même ce que je dis, allez vérifier. Ne fais pas de grosses prises de masse, voilà, tu vas te retrouver comme moi après avec de la peau en rab, voire même un peu de gyno, parce que tu es devenu un loukoum plein d'oestrogènes. Tu auras l'impression que tu seras énorme, mais au final, tu vas perdre 15 kilos et tu vas te rendre compte que tu auras gagné 2 kilos de muscle à peine. Oui, c'est des conseils un peu bizarres, je vous donne, mais en tout cas, c'est ce qui se m'est arrivé à moi. Et le troisième, doser plus, moins réfléchir et se lancer plus, c'est pareil pour l'entraînement. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont dire quel est le truc optimal, ils vont se casser la tête, ils vont réfléchir. Oui, mais est-ce qu'il faut que j'ai pas 19 séries ou 18 séries de ce muscle-là? Ah, et ce programme, il a l'air mieux, ce programme, il a l'air encore là. Lancez-vous, faites quelque chose, l'intensité sera mieux. Et ça, c'est un conseil, honnêtement, que je vous conseille d'appliquer dans la vie de manière générale. La mienne aurait été bien différente si j'aurais plus cru en moi. Vous venez d'entendre à l'instant la plus horrible faute de français qui soit. Bravo pour cette performance méritée. Des conseils pour ceux que les muscles ne répondent pas à la musculation. En Monsieur est gourmand, nous avons plusieurs questions. Comment vois-tu le sport longévité? Un programme où l'on progresse en force, c'est un programme où l'on prendra du muscle ou faut-il obligatoirement ajouter du stress métabolique? Je vais commencer par la dernière. En fait, vous comprenez que même si vous faites une série de 1, intense évidemment, à l'échec, ou enfin pas à l'échec, mais quasiment à l'échec, vous faites votre maxi, vous faites rien que ça va créer un stress métabolique. Un tout petit stress avec très peu de temps sous tension, mais il y aura quand même un stress métabolique. Il y a même des gens qui ont théorisé qu'on pouvait très bien gagner du muscle en faisant que des 1RM, des séries de 1 à l'échec. Il y a même, je crois, Thibaudot qui avait fait un programme qui s'appelait Boss Bunch of Skilled Singles, qui était basé que sur des singles. Bon, pas à l'échec, mais voilà. Le problème, c'est qu'évidemment, pour vos articulations, et ensuite il faudra en faire suffisamment pour avoir suffisamment de temps sous tension pour créer un stimulus suffisamment robuste pour créer du muscle. Donc comprenez que dissocier les deux, c'est compliqué, mais en fonction de votre niveau de muscle, il faut atteindre un stimulus suffisant pour que le corps veuille créer du muscle derrière. Ok, donc si le stimulus est moindre, vous pouvez quand même prendre en force sans gagner en muscle. Dans ce cas-là, on va dire que vous allez jouer sur les facteurs neuro et pas structurels. Il y a quand même du stress métabolique, mais pas suffisamment. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Soit du travail, du speed work, du travail d'explosivité. Par exemple, vous faites des séries, 8 séries de 3 à 50%, 60%, 70% de votre max, donc un poids modéré, mais en essayant de la bouger le plus vite possible avec une belle technique. Vous allez apprendre à votre cerveau à atteindre un pic de contraction musculaire plus vite et plus haut. Autre façon de procéder, c'est de faire des séries ultra lourdes mais courtes. Séries de 1, de 2, de 3, mais vous n'allez pas à l'échec, vous restez propre, etc. Donc vous jouez vraiment sur la technique, sur la façon de recruter vos muscles, etc. Et dans ce cas-là, vous pouvez très bien gagner en force sans gagner en muscle. Autre façon de vous empêcher de gagner en muscle, c'est la diète. Si vous êtes à maintenance pile, peut-être même en léger déficit, vous pouvez continuer à gagner en force sans prendre de muscle. Comment vois-tu le sport longévité? Les études longitudinales ont observé que le plus important pour la longévité, c'est la force. Voilà, la force de manière générale. Donc il faut de la force. Au sens large, vous pouvez faire des séries de 8, vous inquiétez pas, ça vous donne de la force. Pour pouvoir soutenir votre corps, pour pouvoir résister mieux aux blessures quand vous tombez, que vous avez 70 ans, pour pouvoir vous lever du sol quand vous avez 70 ans, pour pouvoir faire ça. Donc la force, très important. Ensuite, le muscle, également important, parce que déjà, ça va contribuer à la force et à une bonne santé métabolique, un bon métabolisme. Et ensuite, il faut les autres qualités, la mobilité, avoir suffisamment de mobilité pour pas se blesser, pour pouvoir faire des mouvements de la vie de tous les jours. Et ça, quand on est jeune, on n'en fait jamais. Mobilité, équilibre. Quand on est plus vieux, on commence à le faire. Et c'est pas pour rien. Et enfin, ce qui serait intéressant, si nos articulations le permettent, c'est de travailler la vitesse. L'explosivité et la vitesse, c'est la première chose qu'on perd avec l'âge. Mais ça s'entretient. Sans oublier le cœur, évidemment, le plus important des muscles. Je parlais de santé métabolique tout à l'heure. Programme longévité, c'est un programme qui couvre toutes les fonctions de base. Force, muscle, explosivité, mobilité, équilibre et enfin cardio. Ça fait 6 choses différentes. Vous pouvez très bien travailler
tout ça dans la semaine. Vous pouvez prendre plusieurs qualités complémentaires dans la même séance ou même faire un jour chaque truc, il n'y a pas de souci. Mais c'est intéressant de tout travailler. Des conseils pour ceux que les muscles ne répondent pas à la musculation. Les muscles de tout le monde répondent à la musculation. Alors il y en a qui répondent moins que d'autres. Il n'y a que deux solutions. La première, pour l'immense majorité des gens, vous mangez plus. Voilà, vous êtes trop frileux ou vous n'arrivez pas à manger. Quand j'ai commencé la salle, je faisais 70 kilos, j'avais envie de vomir. Mais je me forçais quand même à finir mes assiettes. J'avais envie de vomir, mais je me forçais. Jusqu'à que mon estomac le supporte. Deuxième chose, le volume d'entraînement. Plus d'entraînement. Plus d'entraînement, plus de sommeil. Point. Et si vous essayez les approches scientifiques, classiques, conventionnelles, ça marche pas, prenez les trucs hardcore, old school, je vous garantis. Comme le programme 1 gallon de lait par jour à mélanger à Super Squat. Donc des trucs qui, sur le papier, les scientifiques vont dire « Oh, c'est quoi ces programmes de merde ?» mais qui vous apprennent à souffrir et qui vont créer un stress tellement immense sur le corps qu'il n'aura pas d'autre choix que progresser. Ah, vous combinez ça avec de la bouffe, je vous garantis. Ensuite, coucou, j'aimerais bien quelques exercices pour renforcer les articulations et les tendons. S'il te plaît, je ne suis pas blessé, mais je veux les rendre plus résistants ou plus forts. Première question que je me pose, c'est est-ce que tu as un sport en particulier où les articulations et les tendons sont importants ou si c'est juste comme ça de manière générale? La musculation tout court et d'augmenter les charges, surcharge progressive au fil du temps, va renforcer tes tendons, bien sûr. Juste qu'ils récupèrent plus lentement que les muscles, qui mettent quoi 5 à 7 jours pour récupérer, alors que les muscles, bon, ça va dépendre du châtiment que vous leur avez imposé, mais ils peuvent récupérer bien vite. Mais ce que je recommanderais dans ce cas-là, c'est simplement travailler tous les modes de contraction, donc concentrique évidemment, mais excentrique, isométrique. Voilà, donc les trois procurent un stimulus différent pour la force, l'hypertrophie, mais également la santé tendineuse. C'est très intéressant de faire les trois et c'est pour ça qu'en rééducation ou pour le training athlétique, des sportifs, on utilise les trois, c'est pas pour rien. Excentrique, tu peux faire soit simplement des séries normales 5-6 reps avec une descente longue de 5 secondes, va plutôt t'orienter encore vers peut-être la technique de 1 où tu soulèves avec 2 membres et tu descends lentement avec un membre, mais tu mets bien lourd, ou des excentriques vraiment longs, genre 10 secondes. Dans ce cas-là, tu mets bien lourd et tu fais qu'une seule rep. Pas mal, tu fais rien qu'une série, t'apprends à bosser de cette manière-là. Pour les isométriques, entre 10 et 30 secondes, tu tiens, tu fais des séries comme ça. Excellent. Tu peux même faire des étirements lestés en y allant de manière précautionneuse au début. Ça peut être très intéressant. Dernière chose que je te dirais que tu verras peut-être pas, c'est les très hautes répétitions. Donc du travail peut-être de 50, 100, 200 reps avec des élastiques. Par exemple à Westside, on le faisait beaucoup au leg curl, mais ça pourrait être aux extensions de triceps pour la santé des coudes, pour le bench, etc. Ça pourrait être des curls, ça pourrait être des pull-through, ça pourrait être 1 million d'exercices comme ça. Excellent pour la santé des tendons. C'est ce que j'ai appliqué dès 2 jours après ma dernière opération des genoux. Pourquoi? C'est que c'est des tissus très peu vascularisés. Mais quand tu fais une série de 100 non-stop, rythmique comme ça, ben, tu vas accroître la demande sur cet endroit-là en sang, en nutriments, etc. Donc tu vas envoyer plein de sang là. Ça aide à ce qu'il récupère mieux, ça aide à ce qu'il soit en meilleure santé, mieux nourri, etc. Et ça va créer littéralement aucune fatigue. Hein. Si tu le fais avec les élastiques, tout ça, tu peux y aller. Hein. Globalement, penses-tu que les réseaux sociaux ont un impact plus positif ou négatif dans la société? J'imagine concernant le sport, si c'est dans la société de manière générale, il y a un philosophe qui a dit que c'était encore plus puissant que la bombe atomique. Et je suis entièrement d'accord avec lui, on a pu le voir dans les diverses campagnes de désinformation lors des guerres courantes. C'est extrêmement puissant. Il y a du positif, il y a du négatif. Dans le sport, c'est pareil, ça risque de développer de la dysmorphobie et des gens qui soit ont des attentes irréalistes. Évidemment, c'est bien aidé par les fake natis ou les élites génétiques, n'est-ce pas? Ou bien qui détestent leur corps, ou etc., etc. Ceci dit, les réseaux sociaux ont également eu un aspect positif dans le sens où il y a de plus en plus de gens qui prennent soin de leur corps, prennent soin de leur alimentation et qui ont les données, les armes pour le faire parce que l'information est trouvable en ligne. S'entraîner correctement, manger correctement, être motivé d'aller au sport, etc., etc. Moi, je vois quelqu'un qui a une super shape sur les réseaux, ça me motive à tenir ma diète et aller au sport. Donc, comme tout, il y a du positif et du négatif. Ton tatouage et ton logo, c'est un rapport avec la déesse Athéna. Alors, tout à fait, c'est une chouette chevêche, une chouette athénienne comme sur les vieilles pièces grecques de l'époque, n'est-ce pas? Tout simplement car j'ai passé ma jeunesse en Grèce, de mes 0 à mes 19 ans, tous les étés. J'ai beaucoup d'affinités, probablement plus que ce que je vais raconter, avec la Grèce, ce pays, sa culture, ses religions, etc. Et en plus, moi, à la base, je suis pas quelqu'un qui est renommé, enfin, qui brille par mon athlétisme ou par mes muscles. À la base, je suis l'inverse, je suis l'archétype du gamin à lunettes qui a appris à lire à 3 ans. Et disons que le côté hibou, la sagesse, la curiosité, l'intelligence me correspond bien. Que penses-tu de Mike Menzer? Sa méthode était iconoclaste, mais a très bien marché sur lui. Ah, effectivement, elle a très bien marché sur lui, mais elle a marché sur quelques autres personnes, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Il y a Dante Trudel qui apprécie ça, ou un truc du genre. Il y a Dorian Yates aussi. Il y en a quelques-uns, The Colorado Experiment. Mais ce qu'on peut voir à chaque fois, c'est des anomalies, même parmi la population générale. Il y a des personnes qui apprécient sa méthode, mais bon,
quand on voit les résultats physiques, c'est pas forcément transcendant. Il y en a qui vont dire c'est parce que aussi avant ils ont construit une belle base musculaire d'une manière plus conventionnelle et qu'ensuite ils se sont mis à leur méthode. Je pense qu'il y a une part de vérité là-dedans, tout à fait. Parce que déjà c'est pas une méthode, donc je le rappelle, qui est très haute intensité. Chaque série est poussée à l'extrême, voire même en superset au-delà de l'échec avec des techniques d'intensité, etc. Mais on fait très peu de séries, on n'en fait qu'une par exercice et très peu de fréquence. On fait une fois par semaine. Ou dans le cas d'Yates, parfois 2 fois, mais c'est tout. Donc il y a très peu de volume, très haute intensité. Si t'es débutant, ça va marcher parce que tout marche dans l'absolu, mais ça va beaucoup moins marcher parce que déjà, le stimulus dont je parlais tout à l'heure est peut-être pas suffisamment suffisant. Tu récupères très vite quand tu es débutant. Quand tu es débutant, ça sert à rien d'attendre 3 minutes. Tu n'es pas capable de recruter correctement ton muscle, tu n'es pas capable de recruter aussi bien qu'une autre personne toutes tes unités motrices. Déjà, tu n'en as pas créé autant qu'une personne avancée, tu n'as pas créé suffisamment de fibres, de vascularisation, etc. Donc, si débutant, tu bénéficieras beaucoup mieux de faire plein de séries en fait, du même exercice, parce que ça donne plus d'occasions de pratiquer le mouvement pour améliorer la coordination intra-intermusculaire, la technique, etc., etc. Pour les débutants, même pour un gain musculaire, c'est bof. Ceci dit, il y a des avantages à cette méthode. Clairement, c'est une méthode qui, ok, c'est intense, mais pour la récup, c'est top. Ce qui crée le plus de fatigue, facteur numéro 1, c'est le volume, le volume d'entraînement. Si vous n'avez jamais essayé une routine bas volume haute intensité, essayez au moins une fois dans votre vie. Vous risquez d'en apprendre sur vous et peut-être que ça va marcher. Surtout avec le mode de vie moderne, très stressant, on doit courir à droite à gauche, télétravail, blablabla, ça peut être très intéressant. Ceci dit, je pense quand même qu'il vous faut être au moins bien intermédiaire et que par rapport à Mike, je préférais une version avec plus de fréquences comme Doc Crap Training ou le programme de Yates. Et pour moi, encore mieux, le programme de Thibodeau, de Best Dame, Program for Naturals, qui était haute fréquence, que j'ai fait plusieurs fois avec de grands résultats. Mais honnêtement, je vais vous le dire, s'il y a si peu de gens sur cette planète avec qui ça a marché, la méthode de Mike, c'est pas pour rien. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie encore une fois pour le soutien que vous m'accordez. Si vous avez d'autres questions, là, lâchez-vous en commentaire. Je vous y répondrai succinctement. Évidemment, moins en parlant pendant 15 ans que devant ma caméra, n'est-ce pas? Si vous avez aimé la vidéo, likez-la toujours pour dépenser une calorie. Coaching personnalisé, performance.fr ou directement sur mes réseaux. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.